Blueberry Hill, on Blueberry Hill, when I found you. Vladimir Poutine, un nom qui fait trembler le monde comme jadis celui de Joseph Staline, son illustre et bien sanguinaire prédécesseur. À en croire les événements actuels, c'est cet homme au visage poupon mais au regard perçant qui serait l'homme le plus puissant de la planète. Bien plus que le président des États-Unis ou de tout autre pays. Poutine règne en effet en maître absolu sur un pays qui fait la taille d'un continent et qui de part et d'autre est traversé par 11 fuseaux horaires. Et bien évidemment, il est à la tête de la première puissance nucléaire mondiale et pourrait, sur une simple pression de bouton, raser tout un pays de la carte s'il le souhaitait vraiment. Mais malgré qu'il soit l'un des hommes les plus célèbres du monde, il n'en demeure pas moins qu'il reste presque totalement insondable et énigmatique. Nul ne peut prétendre vraiment connaître Poutine sur le bout des doigts, et encore moins de comprendre son raisonnement ou sa psyché. Nous avons pourtant cherché à en savoir davantage sur lui afin de tenter de percer ses mystères et ses secrets. Aujourd'hui, nous allons donc vous dire qui est vraiment Vladimir Poutine, et la réponse risque fort de vous choquer. Vladimir Vladimirovitch Poutine a vu le jour le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, de l'union de Vladimir Spiridonovitch Poutine et de Maria Ivanovna Poutine. La mère du petit Vladimir était une ouvrière d'usine et son père était un conscrit dans la marine soviétique qui servait dans la flotte sous-marine au début des années 1930. Le jeune garçon aurait dû avoir 2 frères aînés qui étaient nés avant lui mais qui avaient tous 2 succombé aux maladies et à la famine. À l'époque, l'Allemagne nazie avait décidé d'envahir l'URSS dans le cadre de l'opération Barbarossa. Et toute la machine de guerre allemande s'était déversée sur le pays, apportant avec elle la ruine, la mort et la désolation. Les populations civiles furent littéralement décimées par l'avancée des troupes du Troisième Reich et les SS appliquaient une politique de terreur dans les zones qu'elles occupaient. Dès le début de la guerre, Vladimir Spiridonovitch Poutine avait été intégré dans le bataillon de destruction du NKVD, où il servira vaillamment jusqu'à son transfert vers l'armée régulière. Il sera d'ailleurs très grièvement blessé en 1942, mais ce n'était rien comparé au sort qui fut réservé à sa jeune épouse, Maria Ivanovna, restée à Leningrad. Les Allemands ayant débuté un siège de cette ville, les conditions de vie y étaient devenues complètement inhumaines. La pauvre femme dut en effet composer avec la famine et les bombardements incessants de l'artillerie allemande, sans oublier bien sûr le froid meurtrier qui fauchait les vies à tour de bras, à cause notamment du manque de bois de chauffage et d'autres combustibles. C'est durant cette triste période que Maria Ivanovna perdra ses 2 jeunes garçons et frères aînés de Vladimir, Victor et Oleg, tous 2 morts de maladie et d'inanition durant le siège interminable de Leningrad. Pourtant, la brave Maria Ivanovna va tenir le coup durant les 872 jours qu'aura duré ce siège, même si vers la fin, elle n'avait plus vraiment ni la force ni le courage de survivre. Laissée pour morte à l'hôpital, elle était lentement en train de dépérir et elle aurait pu y passer si son vaillant mari n'était pas revenu la chercher pour la sauver. Mais aussi terrible et aussi meurtrière que fut cette guerre, il arriva enfin un moment où elle se termina en 1945, alors que les soviétiques investirent Berlin et que le chancelier allemand Adolf Hitler fut enterré dans son bunker. Au sortir de cette guerre, le jeune Vladimir, qui ne naîtra pourtant que 8 ans plus tard, y aura déjà perdu ses 2 frères aînés, sa grand-mère maternelle et la plupart de ses oncles, tous morts à cause des nazis. Une misère noire était le lot quotidien de pratiquement tous les Russes, et ses parents, qui travaillaient à l'usine ferroviaire de Leningrad, ne faisaient pas exception. C'était donc le système D qui prévalait à l'époque, et malgré la désolation qui régnait presque partout dans le pays, les gens tentaient tant bien que mal de survivre par tous les moyens. Le jeune Vladimir grandira donc dans cette URSS ravagée par la guerre au sein d'une famille pratiquement indigente, mais cela ne l'empêchera pas pour autant de poursuivre ses études et d'être un élève brillant. Le jeune garçon adore bouquiner dans son temps libre et ses livres de chevet comptent des auteurs tels que Karl Marx, Friedrich Engels et Lénine. Mais ce qu'il adorait par-dessus tout, c'était surtout les romans et les films d'espionnage à la gloire du KGB. L'un d'entre eux, le titre Le bouclier et l'épée, l'avait d'ailleurs profondément marqué et allait littéralement se révéler comme un déclic pour le jeune garçon. Dans ce film tiré d'un roman, un espion russe du nom d'Alexander Belov va infiltrer les rangs de la SS et grâce à son sang-froid, son charisme et ses nerfs d'acier, il va réussir à gravir les échelons du pouvoir et obtenir des renseignements vitaux pour sa patrie. Depuis qu'il a visionné ce film, le jeune garçon ne rêve plus que d'espionnage et de patriotisme, à tel point qu'il s'est juré solennellement de devenir comme le héros de cette histoire. Le jeune Vladimir n'a alors que 16 ans, mais il tente déjà de se faire recruter par l'antenne locale du KGB à Leningrad. Le jeune garçon fera sourire les agents qui l'accueillent par son impatience et son engouement pour le bureau de renseignement, mais ils tempéreront bien vite ses ardeurs. On lui dit alors pour se consoler que s'il voulait être admis au KGB, il lui fallait déjà obtenir un diplôme universitaire et passer maître dans un art martial quelconque.
Bien évidemment, il lui disait ceci sans trop y croire, pensant que ce jeune garçon fougueux oubliera finalement son envie au fil du temps. Mais il ne savait pas à quel point il se trompait. Et car quelques années plus tard, un diplôme universitaire en poche et une maîtrise du sambo, un jeune Vladimir aux habits impeccablement nets se présenta dans le bureau de recrutement du KGB. L'employé préposé aux nouvelles recrues fut grandement impressionné par ce jeune homme à la posture calme et réservée, et aux aptitudes intellectuelles extrêmement développées. Après quelques tests et d'autres entretiens d'embauche plus poussés, le jeune Vladimir Vladimirovitch se fait enfin recruter par le KGB, réalisant ainsi son rêve d'enfance. Il sera alors intégré au bureau local, dans le service du contre-espionnage où le jeune homme va apprendre les ficelles du métier d'espion. Faisant preuve d'une grande intelligence et d'un comportement exemplaire, le jeune Vladimir gravira lentement mais sûrement les échelons de la hiérarchie jusqu'à occuper des postes de plus en plus importants. Son jeune parcours est alors si concluant que ses supérieurs décident de le promouvoir au grade de commandant en 1984. Il envoie suivre une formation d'élite pendant une année à l'Institut du Drapeau Rouge du KGB à Moscou. Cette formation est censée faire de Vladimir un espion d'envergure internationale, capable de mener des missions hors des territoires soviétiques. Et en 1985, il allait ainsi mettre cette formation en pratique puisqu'il sera muté en République démocratique allemande, la RDA, pour sa première mission internationale. Il travaillera officiellement comme employé du consulat soviétique en qualité de traducteur, mais en réalité sa mission primordiale consiste plutôt à recruter de nouveaux espions pour le KGB. Grâce à son charisme naturel et à sa grande capacité de manipulation, le jeune homme, alors âgé de 33 ans, va exceller dans son travail, réjouissant ainsi au plus haut point ses supérieurs à Moscou. On raconte même qu'à cette époque, Vladimir Poutine a pu contraindre un professeur de médecine, grâce à des preuves accablantes, de lui donner la composition de plusieurs poisons mortels et pratiquement indétectables. Le jeune espion fournit un travail si excellent qu'il se voit bientôt promu au grade de lieutenant-colonel, et sa carrière semblait pour le moins bien prometteuse. Mais la chute du mur de Berlin en 1989 vint complètement chambouler la suite du parcours de Poutine, pour le meilleur et pour le pire. Car avec la chute du mur, la quasi-totalité des espions soviétiques stationnés en RDA durent quitter le pays. Le jeune homme retournera donc à son vieux bureau miteux de Leningrad, où il sera affecté pendant environ 3 mois à la section des affaires internationales de l'Université d'État de Leningrad. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Vladimir Poutine vivra son retour à Leningrad comme une véritable douche froide, sachant qu'il avait perdu d'un coup tout le pouvoir qu'il s'était octroyé lorsqu'il était en poste en RDA. Pourtant, le jeune espion ne s'avouera pas vaincu pour autant, et une rencontre fortuite allait d'ailleurs venir lui redonner de l'espoir. Alors qu'il était en poste à l'université de Leningrad, il retrouvera en effet son vieux professeur Anatoly Sobchak, pour lequel il avait jadis une grande admiration. Ce dernier s'était lancé avec succès dans une carrière de politique et avait été élu le nouveau maire de la ville de Leningrad. Anatoly Sobchak réussit alors à convaincre son ancien élève de démissionner du KGB, qui ne lui offrait plus aucun horizon, et de se lancer lui aussi dans le monde de la politique. Vladimir Poutine fut alors nommé conseiller pour les affaires internationales en 1990, puis chef de la commission des relations extérieures en 1991, un poste qu'il gardera jusqu'en 1996. À partir de cette date, Poutine va quitter sa ville natale de Leningrad, rebaptisée en Saint-Pétersbourg, pour aller s'installer à Moscou. Il y sera nommé chef adjoint du département de gestion immobilière présidentielle, un poste obscur mais extrêmement crucial puisqu'il était responsable du transfert des anciens actifs de l'Union soviétique vers la nouvelle Fédération de Russie. Des sommes faramineuses transitaient ainsi grâce à lui, et Poutine étendait peu à peu son influence au sein même du gouvernement. En 1997, le président Boris Eltsine le nomma chef adjoint de l'état-major présidentiel, et quelques mois plus tard, il a été promu conseiller d'État actif de première classe de la Fédération de Russie, ce qui était alors le plus haut grade de la fonction publique fédérale. L'année suivante, Poutine se voit nommé à la tête du service fédéral de sécurité, le FSB, qui n'était rien d'autre que le digne successeur du KGB. Dès 1999, Vladimir Poutine est le seul véritable maître à bord de la Russie, et Boris Eltsine, ivrogne et malade, n'est alors plus que le pantin de l'ex-espion. Il sera d'ailleurs bien vite dégagé du pouvoir, Poutine prenant alors officiellement les rênes du pays en l'an 2000. C'est en effet le 7 mai 2000 qu'il prêtera serment et sera investi de son premier mandat présidentiel. Mais s'il possède dès lors les pleins pouvoirs, il n'en demeure pas moins que Poutine a hérité d'un pays qui croule sous la pauvreté et la misère, avec des systèmes sociaux et de santé très défaillants. Il s'attellera donc à la reconstruction du pays, engageant de grandes réformes et entreprenant des projets pharaoniques pour redresser l'économie russe. Mais il avait besoin d'énormément de moyens financiers pour concrétiser tout ça. Alors il chercha l'argent là où il y en avait le plus, c'est-à-dire dans les comptes en banque suisses des oligarques russes. Ces milliardaires s'étaient enrichis et avaient prospéré du temps de l'URSS en pillant et en vendant à vil prix les ressources naturelles du pays. Il était donc temps qu'il passe à la caisse selon Poutine et il était bien déterminé à sortir sa calculatrice et sa casquette de comptable.
Plus sérieusement, Vladimir Poutine offrit un marché à ses oligarques du genre qu'il ne pouvait pas refuser. Le deal était très simple. Vous me donnez la moitié de votre argent et vous conservez la vie, et l'autre moitié. Le cas contraire, vous perdez la vie et moi je prends tout. Difficile donc de dire non à un tel marché. Et c'est ainsi que du jour au lendemain, Vladimir Poutine devint l'homme le plus riche de tous les temps. On estime ainsi sa fortune personnelle à plusieurs centaines de milliards de dollars, soit bien plus que celle d'Elon Musk, de Bernard Arnault et de Jeff Bezos réunis. Mais il faut dire que Vladimir Poutine utilisa cet argent à bon escient, puisqu'il lui permit de rebâtir les infrastructures et redonner un nouveau coup de souffle à l'économie de son pays. Pour beaucoup d'analystes économiques et politiques, le règne de Vladimir Poutine prend des allures de miracle économique russe. Les entreprises prospèrent et font des affaires, et le niveau et la qualité de vie des Russes est sensiblement amélioré. Peu à peu, le président de la Fédération de Russie incarne auprès des gens l'image même du sauveur de la Russie, et celui qui lui redonnera sa gloire et son prestige d'antan. Viril, intelligent et ultra-patriotique, Vladimir Poutine est alors adulé par la population, et qui lui fait totalement confiance et qui ne voit absolument pas d'un mauvais œil sa réélection à la tête du pays en 2004, puis en 2012 et en 2018. En fait, tout le monde en Russie sait que c'est bel et bien Poutine qui est au pouvoir depuis 23 ans, mais à vrai dire, personne ne peut vraiment s'en plaindre. Car hormis quelques membres de l'opposition, qui se comptent d'ailleurs sur les doigts d'une main, nul ne conteste réellement ce pouvoir immense dont il jouit. Car en fin de compte, jamais le niveau de vie de la classe moyenne en Russie n'a été aussi confortable. On est vraiment loin du temps de l'Union soviétique et de ses salaires misérables lance-pierres et des interminables files d'attente pour le rationnement alimentaire. Aujourd'hui, les citoyens russes ont accès à toutes les commodités exactement comme n'importe quel Européen, et les supermarchés et les centres commerciaux n'ont jamais été aussi bien achalandés. Nul ne peut nier également le fait que les salaires en Russie ont considérablement augmenté, ce qui a permis l'émergence d'une classe moyenne russe qui reste totalement acquise à son président. Fort de cette popularité nationale, Vladimir Poutine va commencer à imposer sa propre vision du monde aux Occidentaux, devenant ainsi la bête noire des différents dirigeants des grandes puissances traditionnelles. Il n'hésita pas ainsi à les prendre de haut, leur faisant goûter un peu à leur propre médecine. Comme par exemple ce jour où il rencontra l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel en compagnie de son labrador. La chancelière ayant une véritable phobie des chiens, vous imaginez un peu la scène, tout en sachant bien évidemment que Poutine était au courant de cette phobie et qu'il a donc ramené son chien exprès. Cela a frisé l'incident diplomatique, mais bien que le président russe se soit excusé plus tard, il reste que c'était un acte totalement prémédité et qui démontre à quel point il méprise les Occidentaux. Il faut savoir en effet que depuis la chute de l'URSS, l'Occident a toujours regardé la Russie avec un certain mépris et une condescendance à peine voilée. Mais depuis que Poutine a pu asseoir son pouvoir, il n'est plus question d'humilier la mère patrie, pour laquelle il voue un véritable culte patriotique. Jamais l'implication et le poids de la Russie n'ont ainsi été aussi forts sur le plan international qu'aujourd'hui. Les Russes font littéralement la pluie et le beau temps, et aucune nation ne peut plus leur contester cette puissance, pas même les États-Unis. Car dans cette nouvelle guerre froide 2.0, la Russie est infiniment plus puissante économiquement et militairement qu'elle ne l'a jamais été par le passé. Vladimir Poutine avait d'ailleurs fait de la modernisation de ses armées une priorité absolue, la dotant de matériel et d'armement à la pointe de la technologie et augmentant significativement les salaires des soldats et des officiers. L'armée rouge avait depuis longtemps acquis une réputation de corruption qui gangrénait ses effectifs et qui avait même permis l'émergence d'un marché noir où des généraux et de hauts gradés de l'armée vendaient des armes soviétiques aux plus offrants, y compris des armes nucléaires. Mais à l'arrivée au pouvoir de Poutine, tout cela changea très rapidement. Et désormais, l'armée rouge est devenue une armée de métier, capable de gérer des conflits à très haute intensité et disposant d'un état-major plus que compétent. Poutine dispose également d'un autre atout majeur dans sa manche, son arsenal nucléaire. La Fédération de Russie est en effet la première puissance nucléaire militaire au monde, ses forces disposant de pas moins de 40 000 armes atomiques. Un tel arsenal pourrait détruire la planète entière au moins 3 fois, donc là on parle vraiment de super lourd. Aucune nation au monde ne pourrait jamais se risquer à attaquer la Russie, car sur une simple pression d'un bouton rouge, cette nation pourrait être effacée de la carte. Avec une telle puissance, Vladimir Poutine est incontestablement l'homme le plus puissant de la planète, détenant ainsi un pouvoir de destruction jamais égalé dans toute l'histoire de l'humanité. Et pour acheminer ses armes de destruction massive jusqu'à leur cible, Poutine dispose de plusieurs vecteurs, dont le terrible missile RS-28 Sarmat. Ce missile intercontinental peut parcourir 10 000 km et détruire un territoire grand comme la France en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Il est en outre équipé d'un système révolutionnaire de protection qui lui permet de déjouer tous les systèmes anti-aériens modernes. La Russie dispose également des premiers missiles hypersoniques du monde, les Avangard et les Kinjal, qui se déplacent à une vitesse folle de Mach 27, soit 27 fois la vitesse du son, et qui peuvent changer de cap et d'altitude de manière tout à fait autonome. Grâce à leur incroyable vélocité, ces missiles sont entièrement immunisés contre les tirs des unités anti-aériennes et sont assurés de pouvoir frapper leur cible. Mais Vladimir Poutine peut aussi se targuer de posséder d'autres technologies militaires de pointe dont aucune autre nation au monde ne dispose.
Les technologies de laser de combat, de drones d'attaque et de sous-marins nucléaires apportent ainsi un énorme avantage stratégique à la Russie, et même les États-Unis ont été pris de court sur ce coup-là. Vous l'aurez donc compris, Vladimir Poutine est le nouveau tsar de Russie, mais un tsar qui disposerait des capacités destructrices qu'aucun autre homme n'a jamais même rêvé de posséder. Mais l'idée qu'une telle puissance puisse résider dans les mains d'un seul homme fait bigrement froid dans le dos lorsqu'on y pense. On est donc bien en droit de se poser des questions sur les motivations secrètes de cet ex-espion du KGB, devenu le nouveau maître du monde. En effet, qui est vraiment Vladimir Poutine? Et serait-il assez fou pour déclencher un holocauste nucléaire? On a vu que son enfance n'a pas été rose tous les jours, loin s'en faut. Et on a vu aussi que sa famille avait énormément souffert des atrocités commises par les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ces événements ont donc forcément dû influencer la pensée profonde du président russe, et sans nul doute aussi ses actes et ses actions politiques. Mais cela ne nous révèle pas vraiment le véritable caractère et l'intimité de ce personnage si puissant, mais ô combien mystérieux. Car en effet, même s'il est indubitablement l'homme le plus célèbre de la planète, peu de gens peuvent se targuer de vraiment connaître Poutine sur le bout des doigts. L'ex-espion est incroyablement discret sur tout ce qui touche de près ou de loin à sa vie privée. Le mystère qui plane autour de sa personne et de sa famille est en effet si opaque que la plupart des gens ne savent même pas s'il est marié, ni même s'il a des enfants. Eh bien pour tout vous dire, oui, Poutine est marié, et plutôt 2 fois qu'une même. En effet, le nouveau tsar de toutes les Russies s'était marié à une hôtesse de l'air en 1983, alors que lui-même était encore un simple officier au KGB. Il aura 2 filles avec cette femme, Maria et Katrina, dont les visages n'apparaissent quasiment jamais sur aucune photographie. Leur mariage aura duré 30 ans, mais le couple finira par se disloquer peu à peu lorsque Poutine accédera au pouvoir suprême, jusqu'à se conclure par un divorce à l'amiable. Mais il faut dire que le président russe déteste le célibat, car il se raconte qu'il se serait remarié avec l'ex-gymnaste russe Alina Kabaeva, de 30 ans sa cadette. Les deux intéressés n'ont jamais affirmé ni infirmé ces rumeurs, mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de fumée sans feu, n'est-ce pas? Ainsi, Poutine filerait le parfait amour avec sa charmante Dulcinée, ce qui est très loin de son image virile de célibataire endurci. Il se dit même que le couple a eu 3 enfants de leur union, mais là aussi personne ne peut vraiment apporter de preuves irréfutables quant à l'exactitude de ces dires. Vladimir Poutine ne divulgue rien aux médias, ou si peu, et jamais en ce qui concerne sa vie personnelle et sentimentale. Mais ceux qui connaissent bien le président russe savent qu'il possède ces petites habitudes, un peu comme Monsieur Tout-le-Monde en quelque sorte. Ça pourrait peut-être grandement vous étonner, voire même vous interloquer, mais Vladimir Poutine est un sacré lève-tard qui adore par-dessus tout faire la grasse matinée. Il est du genre à ne se lever qu'à midi ou 13h, pour ensuite prendre son petit déjeuner en début d'après-midi. En matière de nourriture justement, il faut dire que le président russe a bien de l'appétit. Ses repas sont extrêmement copieux, et le bougre ne mange que des produits bio excellents pour la santé. Car vous l'avez sûrement remarqué, mais le maître incontesté du Kremlin est un athlète accompli qui prend soin de son corps et de son esprit. Maîtrisant plusieurs arts martiaux, dont le sambo et le judo, Poutine effectue régulièrement des exercices d'entraînement physique très poussés et pratique presque quotidiennement la natation. Cela lui permet de garder une forme olympique même passé 70 ans, et ça le soulage aussi de tout le stress et des mauvaises ondes qu'il peut accumuler en étant à la tête du pays. Car s'il est aussi bien dans sa peau, c'est qu'il sait admirablement gérer la pression des événements et l'énorme responsabilité qui croule sur ses épaules. Ce calme olympien et cette attitude no stress sont ainsi devenus légendaires, au même titre d'ailleurs que son énigmatique sourire mi-figue mi-raisin qu'il arbore presque continuellement sur son visage. Vladimir Poutine prend vraiment le temps de faire les choses, ne se pressant jamais et faisant même poireauter ses ministres et ses généraux de longues heures avant de se pointer pour les rencontrer. Pour lui, le temps ne compte pas vraiment puisqu'en fin de compte c'est lui le maître des horloges dans son pays, et c'est aux autres de se plier à ses horaires après tout. Poutine gouverne ainsi avec l'assurance de celui qui se sait seul mettre à bord, et de ce fait, il peut se permettre toutes les extravagances. En décembre 2012, il avait ainsi interprété la chanson Blueberry Hill devant un public de stars lors d'un événement caritatif à Saint-Pétersbourg. Kevin Costner, Gérard Depardieu ou encore Sharon Stone n'en croyaient pas leurs yeux de voir un tel spectacle. D'autant plus que Poutine a même joué un air patriotique soviétique sur un piano à queue. Le président russe aime en effet s'entourer des stars de ce monde, et ces derniers le lui rendent bien d'ailleurs. À l'image de Steven Seagal, une superstar du cinéma d'action dans les années 90, qui voue un véritable culte au président russe, qu'il a même décoré de la médaille du mérite. Poutine adore également cultiver son image de virilité et de force physique et mentale, se mettant régulièrement en scène dans des postures spectaculaires. On le voit ainsi torse nu, chevauchant un destrier tel un fier guerrier du Caucase. Sur une autre image, on peut le voir nageant le crawl ou pêchant de gros poissons, toujours avec la poitrine nue et bien bombée. Pour résumer, disons tout simplement que s'il y a bien un dirigeant badass sur cette planète, ça doit très certainement être Vladimir Vladimirovitch Poutine. Le maître du Kremlin est ultra puissant, ultra riche et pratiquement invincible. Mais il est également incroyablement charismatique et bénéficie de la quasi-adoration de son peuple. Un tel cocktail réuni en une seule personne, c'est quasiment du jamais vu, surtout à notre époque moderne. Pourtant, comme vous avez pu le constater dans cette vidéo, Poutine est avant tout un être humain comme nous, doué d'une grande sensibilité humaine et artistique. On est vraiment loin du monstre féroce et sanguinaire que l'on nous montre sur certaines chaînes de télévision et qui veulent nous faire croire que Vladimir Poutine est la personnification vivante du mal absolu.
Bien évidemment, c'est un personnage au passé trouble et mystérieux et qui a sans doute commis de bien mauvaises actions au cours de sa vie. Mais comme on dit, celui qui n'a jamais lui jette la première pierre. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du destin et du parcours hors du commun de Vladimir Poutine, l'homme le plus puissant du monde. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.